tous, et bien bienvenue à ce rendez-vous du jardinier un petit peu particulier. Donc on vous l'avait annoncé sur Que faire à Paris et sur les réseaux. Il est un petit peu particulier parce que déjà nous ne sommes pas à la maison du jardinage comme d'habitude. On est toujours avec Franck. L'émission Ne changez pas de chaîne, n'allez pas sur un autre compte, c'est toujours le direct du jardinage. Mais on se retrouve sur le parvis de l'Hôtel de Ville pour ce dernier live de l'année. On en aura d'autres en 2021. Et donc on a voulu marquer le coup et profiter un peu de cette époque festive et du déconfinement qui s'annonce pour voir la végétalisation qui avait été installée sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Bonjour Franck. Bonjour à tous. Aujourd'hui donc, je te dirais bien merci de nous accueillir à la maison du jardinage, mais c'est pas le cas. Donc aujourd'hui c'est une spéciale, on avait parlé d'une spéciale je m'occupe de mes plantes d'intérieur. Alors comme le cadre est un petit peu particulier, on va regarder sur les commentaires s'il y a des questions sur le sujet, mais on va effectivement parler des plantes d'intérieur, mais de certaines plantes d'intérieur. Tu nous as dit qu'on pouvait parler des plantes de Noël. Voilà. Il y a des plantes, toutes les plantes, on va couvrir ce qu'on veut. Donc les plantes de Noël, l'étoile de Noël, la rose de Noël, et comment on fait, qu'est-ce que c'est exactement. On va parler de ces fleurs, mais de quoi s'agit-il? Donc là on va profiter du décor, parce que dans ce décor on va retrouver certaines de ces plantes-là. C'est des plantes qu'on peut utiliser à l'intérieur, et pour certaines à l'extérieur, ou sur des balcons. Donc on va commencer. Vers la première vitrine, on va voir une plante qui, alors celle-là n'est pas une plante d'intérieur, c'est une plante qui va plutôt être soit dans une cour à l'ombre ou sur un balcon, une terrasse, voire une jardinière, mais pas en plein soleil. Et au fond ici là, est-ce que vous voyez cette plante et vous la reconnaissez, donc c'est ce qu'on appelle la rose de Noël, l'élébore Niger. donc on parle bien de celle qui est sous le gros hérisson. D'accord, voilà. Avec les grosses feuilles. Voilà. Donc ça c'est une plante, l'intérêt c'est qu'elle fleurit en hiver. Elle fleurit en hiver. Donc il y a plusieurs espèces d'élébores, celle-là c'est l'élébore Niger. Donc c'est une plante qui, par contre, ne supporte pas la chaleur. Elle ne va pas être mise à l'intérieur. Comme je disais tout à l'heure, soit en pleine terre, soit... Parce que là, par exemple, elle n'est pas fleurie, tu disais qu'elle fleurissait en hiver. Alors là, elle est fleurie, celle-là. Là, les fleurs qui sont blanches-vert, c'est les fleurs de l'élébore. D'accord. Ce qu'on peut voir, on va avancer un petit peu, on va les voir dans une... composition en fait sous une forme différente. Sur la deuxième vitrine, là, si vous voyez bien, vous voyez l'aspect décoratif. Donc là, vous voyez les fleurs. Donc là, c'est les fleurs blanches là. Voilà, c'est ça l'élébore. D'accord. Donc en dessous, il y a ce qu'on appelle les bractées, des faux pétales qui sont verts. Et au milieu, là, il y a la fleur qui s'ouvre en fait. Vous voyez la différence? Très bien. Ouais. Donc voilà, ça donne des fleurs comme ça. Et du coup, le fleurissement est jusqu'à quand? Pendant combien de temps les gens vont pouvoir espérer avoir des fleurs Alors normalement, les lébores plantées en pleine terre, elles commencent à fleurir au mois de janvier, début janvier. Mais bon, voilà, la période c'est de mi-décembre jusqu'à fin janvier, février. Tout ça dépend aussi du temps, si le temps est doux ou pas. Mais elle a besoin d'être au froid quand même. Elle a besoin d'une période de froid pour fleurir. Ça c'est une des plantes. Après dans les autres plantes, dans les plantes d'intérieur, celle qu'on appelle l'étoile de Noël en fait, c'est ce qu'on appelle aussi le poinsettia. Donc là il y en a pas ici. C'est celle qui fait des bractées rouges. La fleur est insignifiante. C'est une petite fleur chaude. Et ces bractées apparaissent au mois de décembre. Alors c'est les plantes originaires d'Amérique centrale, Amérique du Sud, mais dans les parties plutôt tropicales, dans les parties sèches.
qui est utilisé à Noël parce que elle a ces feuilles qui ressemblent à des fleurs qui sont rouges. Est-ce qu'on a des questions? Très bien. Pour l'instant non. Ok. Mais alors attends, ah, avec les reflets, il y a des gens qui me disent qu'avec les reflets on voit pas bien. On va essayer de disposer l'angle de la caméra Pour là, pour ici. C'est vrai que c'est assez beau ce qu'ils ont fait hein, sur, Si on sur va le là parvis. peut-être. C'est nos Si tu collègues te rapproches. en évitant les reflets et les marques. Donc celles qui sont dans les bulles en fait, oui. On a aussi entendu parler de certains livres qu'on trouvait à Noël qui n'étaient pas forcément des choses qui poussaient à ce moment-là de l'année mais qu'on a forcé. Voilà. Donc là c'est le forçage qu'on démarre 2-3 mois avant. Est-ce que tu peux d'abord partir du mois de d'octobre. quelle plante on parle? On parle Il y a la jacinthe, moi, voilà. j'ai entendu dire. On parle principalement de la jacinthe, des narcisses, notamment des jonquilles, les narcissus jonquilla, et des crocus. On a aussi l'amaryllis, en fait, mis dans des vases en fait, et puis pousser et fleurir en hiver. Alors, pour faire fleurir les bulbes de printemps qui sont les narcisses, les crocus et les jacinthes, il faut faire une petite préparation. Et donc, à partir du mois d'octobre, on va les forcer. Donc les forcer en fait, c'est leur faire croire qu'on est, alors qu'on est en automne, on est déjà en hiver. Donc le forçage, c'est les mettre au froid et à l'ombre. D'accord. Et ça va provoquer... Ça va provoquer une floraison, ils vont croire qu'on sort de l'hiver quand on va les sortir du froid, alors qu'on sera encore en hiver. C'est-à-dire que là, on va les mettre dans un substrat, dans des pots, hein, que ce soit des pots, par exemple des pots en terre, dans un substrat qui va être assez drainant, assez léger. Donc on peut faire par exemple un tiers terreau, un tiers fibre de coco, un tiers sable. Et on les enterre aux 2 tiers. C'est-à-dire qu'on laisse dépasser un tiers du but. D'accord. Mais ça, c'était un truc. C'était quelque chose qu'il fallait faire. Bien sûr. Faire là. Oui. Parce que on aborde le sujet parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des personnes qui ont des bulbes comme ça chez eux qu'ils ont acheté pour l'occasion des fêtes. Mais effectivement, il ne s'agit plus de le faire maintenant. Là, c'est vrai qu'ils sont déjà vendus comme ça, ils ont été forcés. D'accord. Parce que, je rappelle, c'est des bulbes qui normalement fleurissent au printemps. Là, on leur fait croire que c'est l'hiver, donc on va les mettre dans ce que j'ai dit, les pots avec ce mélange-là. Au-dessus du substrat, on va mettre des graviers ou quelque chose, du sable qui va les couvrir complètement. Il faut les mettre au noir, dans un endroit où il n'y a pas de lumière, et au froid. Donc soit si on a une maison dans un garage, sur un balcon à l'ombre au nord. Et sinon, si on n'a rien de tout ça, on les force dans le bas du réfrigérateur. D'accord. Et donc on les laisse à peu près 2 mois à l'ombre et au froid. Alors, quand je dis froid, il n'y a pas de gelée, je ne parle pas de gelée, je parle de froid à 5 degrés. Et donc quand je les sors, je vais les réacclimater pendant 2-3 jours dans une pièce qui sera plutôt tiède pour pas passer le chaud direct. Et après, il faut humidifier un petit peu si c'est sec. Et après ces bulbes-là, qui vont commencer à démarrer un petit peu, on va les mettre dans la pièce qu'on a choisie, où ils vont rester. D'accord. Et donc, avec la chaleur, donc là on sera dans une pièce à 19 degrés, là ça va démarrer et la floraison va démarrer aussi. Donc là il faut à peu près 2-3 semaines en plus pour la floraison. Et du coup on arrive au mois de décembre, vers la fin décembre, et on a des fleurs assez un peu, je dirais, le cycle naturel. On trompe la plante, force. en fait. Ouais. Est-ce qu'il y a un moyen de conserver la plante longtemps et éventuellement de la voir durer et de réintégrer un cycle naturel? Est-ce que c'est possible? Alors, le bulbe il est quand même pas mal épuisé par ce forçage, mais on peut récupérer les bulbes après et carrément les mettre, mais dans ce cas-là, dans un jardin, en pleine terre, sur une pelouse en appui d'un massif par exemple, et donc il finira sa vie en pleine terre en refleurissant le printemps de l'année d'après, mais ça ne sera pas des floraisons exceptionnelles, puisqu'il sera déjà épuisé. D'accord. Très bien. Sur les plans de l'intérieur, qui était notre sujet de départ, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Comment on s'en occupe en hiver? Alors il faut
pas oublier l'arrosage, puisque dans les appartements, le chauffage fait que l'atmosphère est sèche. Donc même en hiver, les plantes vont avoir besoin d'arrosage. La gestion de l'arrosage, c'est toujours le trop peu. Donc il vaut mieux arroser trop peu que trop n'importe quelle plante. D'accord. Parce qu'on peut toujours rattraper une plante qui est un peu sèche, bien sûr pas la sécher complètement, qu'une plante qui est trop humide. Donc, par exemple, je parlais du poinsettia tout à l'heure, le poinsettia déteste les excès d'eau. Donc par exemple, s'il y a une coupelle et d'eau dans la coupelle, il ne faut pas laisser l'eau dans la coupelle. Le poinsettia il déteste ça, donc si on le laisse comme ça, s'il y a un excès d'eau, comment on va le voir? Les feuilles vont tomber, elles vont jaunir et tomber. Donc, et là, il est trop tard ou Ouais, il est trop tard. Pour un poinsettia, il est trop tard. Ah, d'accord. Pour l'excès d'eau. Donc on gère l'arrosage, le rempotage. Donc comme c'est des plantes d'intérieur, on peut les rempoter l'année. On va juste faire attention à la floraison. On ne rempotera jamais une plante pendant la floraison, mais après sa floraison. D'accord. C'est ça le principe. Et du coup, on va utiliser un substrat. Donc ça, je l'avais montré déjà précédemment. Où on mélange une matière drainante comme le sable avec une matière qui va garder l'eau comme la fibre de coco. Donc on utilise de la fibre de coco qu'on trouve de plus en plus parce que c'est un déchet de l'industrie copra. Donc c'est une réutilisation, un recyclage, mais pas de la tourbe parce que la tourbe c'est la nature de la fabrique. Et le fait de l'utiliser, ça favorise ceux qui vont chercher de la tourbe en détruisant les milieux naturels. Bien sûr. Je reviens cependant sur l'arrosage. Tu nous as dit oui. Beaucoup de plantes d'intérieur préfèrent moins d'arrosage que trop, enfin trop peu que trop. On n'a pas parlé de la fréquence du coup. Est-ce qu'il vaut mieux arroser vraiment beaucoup, c'est-à-dire tremper ta terre, ton substrat et ne le faire que toutes les 2 semaines, ou est-ce qu'il vaut mieux arroser tous les 3 jours? C'est pas tout à fait ça en fait. C'est quand vous avez une plante dans un pot, elle est dans un substrat qui est limité en fait. Le volume n'est pas ailleurs. Donc à chaque arrosage, l'idée c'est d'arroser complètement le substrat. Il ne faut pas arroser un tout petit peu puis que ça soit sec autour. Il faut arroser complètement le substrat mais pas détremper. Donc ça c'est un peu la petite subtilité quoi. Mais il faut s'assurer que le substrat il soit mouillé dans son ensemble. Et un des indices c'est quand on a une poubelle en dessous, quand l'eau commence à tomber en dessous, enfin à s'écouler, on arrête d'arroser. Mais il faut que tout le substrat, il soit au niveau de la surface, on voit bien que tout le substrat il soit bien. Et comme tu le disais, si la coupe est pleine à la fin de l'arrosage, on la vide pour certaines plantes qui prennent Et juste pour la fréquence, la question c'était quand même la fréquence, et c'est dès lors que le substrat est sèche qu'on réarrose. S'il est encore humide, la règle c'est que si le substrat est encore humide, on n'arrose pas, on surarrose pas. Parce que dans ce cas-là, on asphyxie le système national. Oui, parce que tu nous avais expliqué dans une émission précédente qu'il fallait toujours qu'il y ait une présence d'air, il fallait un subtil mélange. Voilà, dans le sol, les racines des plantes ont besoin d'air et d'eau. Alors, du coup, tu nous as parlé précédemment aussi du bassinage. Est-ce qu'en ce moment on peut bassiner ou pas? Alors oui, le bassinage, vous vous rappelez ce que c'est? Est-ce que tu peux le rappeler aux personnes qui... C'est l'arrosage du feuillage. Donc au lieu de parler... Alors bassinage, on peut faire ça dans une serre où l'eau elle va s'écouler, etc. C'est plus difficile dans un appartement de prendre un jet et puis pulvérisateur peut-être. Donc là du coup on utilisera un petit pulvérisateur. Oui, c'est encore le moment puisque tant qu'on chauffe à l'intérieur des appartements ou des maisons, on assèche l'air. Du coup, pour la majorité des plantes, il faut réhumidifier. Et c'est ce qui permettra aussi l'humidification des feuilles notamment, d'empêcher le développement des acariens, des petites araignées rouges, qui se rendent. Donc c'est l'humidité qui va les neutraliser. D'accord. J'avais une question. Est-ce que si tu arroses mais que tu ne bassines pas, donc si tu ne pulvérises pas les feuilles, quel impact ça peut avoir sur ta plante? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrosent et qui finalement... Ça dépend des plantes. D'accord. Il y a des plantes qui ont besoin de plus d'humidité, ça dépend de leur origine en fait. Une des choses les plus importantes quand on a une plante, soit d'intérieur ou autre, c'est de connaître son origine. Alors c'est d'autant plus important à l'intérieur puisque généralement à l'extérieur, elles sont adaptées au climat. Alors qu'à l'intérieur, pas du tout. C'est souvent des plantes tropicales ou subtropicales. D'accord. Donc qui peuvent être dans des milieux tropicaux secs ou humides. Alors attends, je crois que j'ai une question. Oui. Alors il y a quelqu'un qui nous dit qu'on m'avait dit que le poinsettia préférait l'eau tiède et ne supportait pas l'eau froide. Ouais. C'est une plante, je l'ai dit tout à l'heure, tropicale, ouais. qui est plutôt dans des climats tropicaux. Ouais.
pas extrême, hein, pas avec des taux d'humidité qui dépassent les 80%, mais effectivement, ils ne supportent pas le poinsettia, les courants d'air et les... faut que je revienne ici. Le courant d'air et l'eau glacée. Donc oui, il ne faut pas une eau glacée, il faut une eau à température. Et dans les plantes qu'on peut trouver aussi en ce moment, il y a des cyclamènes peut-être. Ouais. Alors on les trouve en ce moment, on les trouve pas que en ce moment. Les cyclamènes, c'est des petits tubercules hein, et qui vont sortir de terre en automne, du feuillage, et qui vont fleurir pendant la période d'hiver, de décembre notamment. D'accord. Donc il y a plusieurs origines en fait des cyclamènes. On a entendu parler du cyclamène de Naples et de cyclamène les cyclamènes poules par exemple. Donc ça c'est par rapport à l'origine, qui soit du bassin méditerranéen ou d'Europe centrale. Donc il y aura les cyclamènes qui vont rester dehors et puis les cyclamènes qu'on va utiliser à l'intérieur. Donc c'est des plantes de sous-bois hein, qui poussent dans les sous-bois. D'accord. Et on s'en occupe de la même manière que celle qu'on a évoquée. Alors ils ne supportent juste pas les avant. excès de chaleur. Au-dessus de 20 degrés, un cyclamène il meurt. Donc au niveau des plantes d'intérieur, le cyclamène il a besoin de... Normalement sa température idéale c'est autour de 15 degrés. Donc celui qui est... Mais du coup plutôt balcon alors pour les Parisiens. Voilà, dès que quand il fait trop chaud, il faut veiller toujours à ce qu'il... Alors ça tombe bien parce que bon, on dit qu'il faut pas dépasser les 19 degrés à l'intérieur. Donc voilà, là dans ce cas-là... Est-ce que c'est une bonne idée par exemple de prendre des plantes, de les laisser sur son balcon par exemple en journée, une journée où on a un temps ensoleillé un peu comme maintenant, et de les rentrer pour la nuit en craignant une chute de température? Non, parce qu'en fait, on peut sortir les plantes à l'extérieur, mais pour une durée relativement longue. Les plantes, elles n'aiment pas du tout être... les écarts de place. température, oui. Mais même le fait de changer de place, ça change d'exposition. Elles n'ont pas des jambes, les plantes. Dans la nature, en fait, elles restent au même endroit, mais à l'endroit qui leur satisfait. Et on remarque souvent dans les plantes d'intérieur que des fois on la déplace d'1 mètre la plante, et là où elle allait bien, elle va plus vite. Ou inversement. Elle n'était pas bien, on la déplace d'1 mètre, on la met un petit peu plus près d'une fenêtre, un peu plus loin, suivant les plantes, et du coup ça va mieux. Ok, très bien. Donc, est-ce que je voulais juste parler des plantes, dans les plantes qu'on trouve à Noël, il y a des plantes qui posent des problèmes au niveau toxicologique. Si on les mange, ou si par exemple un animal mange un fruit de houx, alors les 3 plantes J'en ai vu tout à l'heure. Tiens, c'en est ça. Alors ça c'est une osmante, mais ça ressemble un peu au houx. Et ce qui est embêtant pour le houx, c'est... alors là ce que tu montres, c'est le gui. Donc il y a 3 plantes hein, qui sont toxiques vraiment en tête. C'est le houx, le gui et le poinsettia. Donc j'ai commencé par le poinsettia. Si on mange une feuille, ça va créer des problèmes au niveau gastrique, mais ça va pas, voilà, c'est pas hyper toxique, mais quand même, il faut pas. En plus, comme c'est une euphorbe, sa sève est un latex, donc irritant. Donc ça, il faut faire attention à ça. Après, il y a les houx, donc les fruits de houx, vous voyez les petites baies rouges. Si on en mange une, ça va pas, on va pas développer des toxines psychologiques très importantes. On va avoir juste des bouillantes. Mais voilà, il faut faire attention, on ne peut pas enfiler. Il faut savoir qu'il y a des gens qui vont à l'hôpital chaque année pour tout ça. D'accord. Et puis le dernier, le pire, c'est le gui, donc il porte chance, hein, là il est surélevé. Donc là c'est plutôt pour la Saint-Sylvestre ou pour les vœux de fin d'année, de début d'année. On s'embrasse en dessous d'un gui, pardon. Le gui, tout est toxique, hein. Les feuilles, les tiges, les belles, les petites baies blanches. Ouais. Et donc c'est quand même une plante très toxique. Donc il faut faire attention à ça. Ok. Principalement. Mais ça c'est bon à savoir parce qu'effectivement tous à un moment on va décorer nos intérieurs pour Noël, pour le jour de l'an avec ce type de plante. On oublie parfois que ça peut avoir un impact, et notamment pour les gens qui ont des enfants. Voilà, surtout pour les enfants, les petits-enfants et les animaux. Oui, notre compagnie, ouais. Je ne sais pas si un chien va... Il vaut mieux pas prendre le risque. Les chats, des fois, ils aiment bien manger certaines plantes, certaines feuilles. En tout cas, merci pour ce rappel.
Donc sur le parvis de l'hôtel de ville, on constate aussi que plus que des plantes, on a beaucoup de sapins. Et je vois qu'on retrouve le fameux mulch dont tu nous as parlé pour les 2-3 émissions précédentes. À chaque fois on a revenu dessus. Si tu confirmes bien que c'est du mulch. Alors là c'est particulier, là ce qu'on a ici au niveau du feuillage, en fait ça c'est des écorces de bois. D'accord. Donc c'est un mulch ligneux qui est pas le plus équilibré. Le problème tu arrives à reconnaître comme ça, excuse-moi de te couper, tu arrives à reconnaître quel type de bois a été broyé? Alors je peux reconnaître si c'est du bois épineux, enfin de conifère, ou si c'est du bois de... Et là on est plutôt sur... Voilà, ça a l'air d'être un mulch d'adulte. D'accord. Voilà. Par contre, au niveau, si par exemple au niveau des sapins, si les bois font du mulch, c'est ce que fait la ville de Paris. Exactement, on en parlera tout à l'heure. Dans les jardins, enfin il y a des parcs qui récupèrent des sapins. Les sapins, oui. Ces sapins sont recyclés, c'est-à-dire qu'ils sont broyés. Et le broyage peut servir notamment pour faire un mulch, donc protection du sol, mais comme ils sont acides, ça peut être réservé aux acides de plantes de terre de brûlée. D'accord. Ou alors j'en ai vu aussi des fois sur des sentiers pédestres, pour pas que les gens aient les pieds dans la boue. Et, voilà. Par exemple, dans le cadre des jardins partagés, jardins qu'on peut avoir, ça peut servir à éponger en fait l'excès d'eau sur les allées. Et donc du coup, ça reste praticable. Ok, du coup, je profite de ton intervention sur les sapins pour effectivement rappeler aux personnes qui nous regardent que le 30 à 10h, il y aura un direct, toujours sur le compte Instagram, un direct dans le 5e arrondissement, dans un soir où effectivement l'opération recyclage du sapin permettra aux Parisiens de ramener leurs sapins usagés jusqu'au mois de mars et qui permettra du coup un recyclage du sapin, une revalorisation comme on dit, on croira les sapins et on évitera le magasin de sapin, ça prend la période de personnes. Je suis vraiment le 30 en une semaine. Voilà. Eh bien écoute, je te remercie de nous avoir fait l'atelier en direct du parvis. Je sais que ça a dû être compliqué parce qu'au départ, effectivement, on était parti stricto sensu sur les plans de l'intérieur. Et là, on n'avait pas ton matériel à la maison du jardinage, mais ça a été très sympa, ça a été très instructif, notamment pour les plantes spécifiques dont tu as parlé, les lébores, le poinsettia et les bulbes forcés. Alors après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, oui. Il y a le cactus de Noël, etc. La cactus épiphyte de Schlumberg Girard. Voilà, on est encore dans une plante tropicale. Alors ça, c'est un cactus tropical. Mais qui va plutôt vivre dans un milieu, c'est une plante épiphyte qui vit sur l'eau. Okay. Voilà, il y en a plein, mais j'ai fait une petite présentation. Écoute, l'année prochaine, on fera un spécial plante tropicale si tu veux. Je te remercie. Je souhaite de très bonnes fêtes, on souhaite de très bonnes fêtes à toutes les personnes qui nous suivent. Et on leur dit à l'année prochaine, puisque c'est la dernière de 2020, mais certainement pas la dernière tout court. On se retrouve en janvier. Voilà. Bonne fête à tous. Bon week-end et bonne fête à tous. Au revoir.